Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, je suis désolé, 27 minutes de retard, c'est énorme. Oh là là. 27 minutes de retard, c'est inacceptable. Alors, j'avais posté, j'avais posté une story où j'avais fixé le rendez-vous à 20h. On va essayer de maintenir quand même le temps et de faire très vite. On va juste patienter le temps que les personnes nous rejoignent directement pour qu'on puisse commencer le live et aborder le sujet. Khoya Chouaib, bienvenue à toi. Il y a pas mal de personnes. Donc on va patienter 2-3 secondes, le temps que les personnes nous rejoignent. Le sujet il est très simple, donc c'est une question qui se pose, qu'on a abordé plusieurs fois à Clubhouse et que la plupart des gens se posent la question. Pareil, il y a une personne, il y a une application, mais bon, peut-être à l'occasion je vous en parlerai. Il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, qui a un projet d'application qui est en train de le lancer bientôt. On va essayer de pouvoir partager et lui faire un peu plus de communication, surtout des personnes qui souhaiteraient l'essayer. Je vous en parlerai une fois qu'il soit lancé. Donc la personne update, il est avec nous dans l'audience. Alors, la question, c'est comment pouvoir ou comment trouver des idées business aujourd'hui. Ça, c'est une question qui revient toujours pour un entrepreneur, soit dans le domaine des applications, soit n'importe quel domaine technique. En général, on se pose toujours la question, comment peut-on trouver des idées business. Les idées business, ce qu'il faut savoir quand on a compris le concept, c'est très simple. Donc, Anas, je viens de parler du sujet. Donc, comment trouver des idées business. Les idées business, si on a partout, il suffit de comprendre c'est quoi le concept et qu'est-ce qu'on cherche réellement. Une des choses qu'on cherche en général en tant qu'entrepreneur, c'est quoi déjà l'entrepreneuriat? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur et premièrement qui va répondre à un besoin, une problématique. Et tout simplement pour être beaucoup plus clair, euh, c'est un entrepreneur, son rôle c'est quoi? Et pour pouvoir réussir, c'est quelqu'un qui va chercher une solution à un problème, qui va résoudre ce problème-là pour des personnes, mais ces gens-là, une fois qu'on a résolu le problème pour eux, il faut que le prix qu'ils sont prêts à payer pour cette prestation soit aussi plus intéressant ou au moins équivaut à la valeur qu'on leur donne pour que ça nous assure la continuité de l'entreprise pour dégager des bénéfices et surtout avoir un développement à long terme. Ce qui veut dire pour pouvoir gagner de l'argent, il faut que la valeur, le client, il y a plusieurs piliers, c'est quoi? Le premier, c'est il faut créer de la valeur, répondre à une problématique. Deuxième, c'est que la valeur que tu vas créer, il faut qu'il y ait des personnes qui sont intéressées et que le prix qu'ils sont prêts à payer, il faut que toi, ça t'arrange pour pouvoir garantir une stabilité et un développement d'entreprise. Il y a beaucoup de solutions qui sont très intéressantes, des idées de fou, mais le prix, ils ne sont pas aussi rentables. Pourquoi? Parce que le prix qui va être nécessaire pour pouvoir les développer est très élevé. Ce qui veut dire que les gens ne sont pas prêts à payer des prix exorbitants pour un service peut-être qui va répondre à une petite problématique. Il y a des moments, il y a certaines problématiques qu'on peut carrément faire face ou les résoudre autrement ou peut-être carrément abandonner la solution parce que ça nous coûte très cher. Donc il faut toujours trouver un client qui est prêt à payer ta prestation au prix qui va te permettre à toi de développer ton entreprise et surtout garantir une stabilité, un développement, etc. etc. C'est ça le rôle général de l'entrepreneur. Maintenant la question, où peut-on trouver des solutions d'entreprise ou des solutions à résoudre? Il suffit d'avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur. Les opportunités, il y en a partout. Ça veut dire au quotidien, dans notre vie quotidienne. Commençons tout simplement par se poser la question autour de vous. Premièrement, les proches, la famille, vos enfants, vous-même. Et si vous faites partie des communautés qui partagent des centres d'intérêt, par exemple des cyclistes, des gens qui vont faire du sport, du fitness, des gens qui aiment bien faire la cuisine, en partant des personnes qui sont engagées dans un domaine en particulier, vous allez voir, ou des gens qui vont pratiquer soit le foot, soit du golf, soit, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problématiques, qu'il y a des choses
qu'il faut améliorer, ou que les gens ils souhaiteraient que vous pouvez tout simplement leur proposer peut-être une solution qui va faire telle option, ou peut-être ils aiment bien cette application, mais par contre ils trouvent l'expérience utilisateur elle n'est pas aussi pratique, etc., etc. Du coup, l'important c'est quoi? On va partir d'une problématique autour de nous, et surtout de préférence. Quelque chose que vous maîtrisez et un sens d'intérêt qui vous passionne. Pourquoi? Parce que le fait que vous allez travailler sur un projet dans votre domaine de compétences, par exemple, ou quelque chose que vous aimez, vous faites du fitness tous les matins, vous faites du sport, ou vous travaillez tout le temps, vous avez une chaîne Instagram, etc., il serait beaucoup plus facile de lancer un produit dans ce secteur. Pourquoi? Parce que vous êtes passionné. Premièrement, vous allez faire quelque chose que vous aimez. Deuxièmement, parce que vous allez mettre moins de temps à le lancer, étant donné que le sourcing il est déjà fait. Ça veut dire que vous faites la différence entre tel produit, à quoi ça sert ce produit, etc., etc. Parce que l'utilisateur en général, quelqu'un qui a une problématique, sachez qu'il va chercher la source, il est passionné de ce qu'il fait. Du coup, il se connaît tout simplement de toutes les catégories qu'il peut avoir, les solutions qui peuvent exister, à quel prix, etc. Il passe son temps à comparer. Là, je ne parle pas forcément des achats minimes, ça veut dire un petit produit, mais je parle en général de toutes les solutions qui peuvent être coûteuses, ou peut-être des abonnements, des choses comme ça. Du coup, l'utilisateur, il fait quoi? Lui, il fait la différence entre les différentes solutions qui s'offrent à lui. Et ça, c'est super important. Et pour pouvoir vendre un produit, il faut se connaître. Il faut savoir vraiment c'est quoi la différence. Maîtriser les différentes étapes de la fabrication, par exemple, de l'utilisation, de ce qui est, à quoi ça va servir, les différentes solutions qui peuvent exister dans le terrain, dans les magasins, essayer de comparer. Et c'est ce qui s'appelle le sourcing. Ça veut dire que c'est une étape très 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 importante de savoir est-ce que votre solution existe déjà ou pas. S'il n'existe pas, comment vous pouvez la mettre en place. Et si vous la mettez en place, comment ça peut générer assez de revenus pour que votre entreprise puisse continuer. En même temps, je voudrais vous partager notre ami Shaba, une personne formidable. Je ne sais pas s'il a le temps de monter avec nous dans ce live. C'est quelqu'un ou une personne avec beaucoup de valeur ajoutée, donc vous pouvez aller sur son profil. Je vais essayer d'épingler son commentaire. Non, je ne peux pas. En tout cas, je l'inviterai pour monter dans le live s'il a envie de partager surtout son livre, etc. C'est une personne qui vit aux États-Unis, qui a beaucoup de valeurs, qui partage beaucoup de valeurs. Du coup, pour revenir à notre sujet, trouver une solution à une problématique, ça c'est la clé. Une fois que vous avez réussi à trouver ça, maintenant, votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est comment je peux la mettre en place, etc. Et là, il y a un autre sujet qui intervient dans l'équation, c'est connaître vraiment vos capacités, l'adéquation entre l'entrepreneur et la mise en place d'un projet. Ça veut dire, il y a plein de choses. Est-ce que moi, en tant que personne n'ayant pas un niveau, par exemple dans le nucléaire ou dans, je sais pas moi, dans l'énergie, est-ce que je peux mettre en place une voiture autonome? J'aurais aucun moyen de pouvoir développer une voiture autonome, tout simplement, même si je le veux, même si je sais que le marché est demandeur, même si je sais que c'est l'avenir, mais par contre, j'ai pas les capacités, j'ai pas la formation, j'ai pas. Ça nécessite énormément de choses que moi, j'ai pas. Donc, c'est super important de toujours faire l'évaluation selon vos capacités personnelles, ce que vous savez faire, ce que vous avez comme moyens financiers. Votre entourage aussi, il intervient dans l'équation. Tous les moyens qui sont nécessaires à la mise en place. Si vous voyez qu'il y a une différence entre la mise en place d'un projet et que vous êtes en déficit, sachez que vous n'arriverez pas à le faire. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au milieu de votre projet. Vous allez abandonner, lâcher le projet. En même temps, vous allez avoir une sortie de dépression, la déception de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, pourquoi? Parce que vous avez mal évalué la mise en place et les moyens nécessaires. C'est pour ça toujours, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent oui, mais on n'a pas forcément besoin pour faire un projet de faire un business plan. Le business plan, pour moi, c'est pas forcément pour demander un financement, c'est pas forcément pour essayer de faire des calculs pour voir la rentabilité à long terme. Ça permet en premier et pour un point très important, ça permet une réflexion. Quelqu'un qui va travailler sur la fabrication d'un produit ou la mise en place d'une solution, le fait que je vais établir un business plan,
déjà ça me permet de réfléchir, de se dire écoute, je vais faire ce projet, il me faut un local, il me faut un téléphone, il me faut autant de salariés, combien je veux. Ça me permet de structurer. Donc c'est un moyen qui permet d'avoir comme un tableau de bord de mon business dans un premier temps. À un moment donné, il faut vous faire, si vous ne maîtrisez pas et vous ne savez pas ce qui se passe dans ce secteur d'activité ou bien les compétences dont vous avez réellement besoin, il faut vous faire accompagner par des experts dans le domaine. Sinon, votre projet, il est voué à l'échec. Ne cherchez pas, il n'y aura pas de surprise. Soit je m'y connais, je sais les moyens, je sais évaluer, je sais mettre en place, je sais mettre tout en place, le recrutement, les personnes, la technologie, même les idées. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de rêver à faire des solutions de start-up. J'ai une idée d'application. Mais est-ce que vous croyez que la mise en place d'une application c'est facile? C'est pas du tout facile. Il faut le design, il faut quelqu'un qui va travailler sur l'ergonomie, quelqu'un sur l'architecture, il faut le développement, il faut la commercialisation une fois qu'il est sur là. Comment vous allez arriver à l'utilisateur? Donc ça nécessite, et il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut la structurer, il faut que ça soit logique, il faut que le client répond à un besoin, il faut que le client comprend déjà comment ça fonctionne. Parfois vous pouvez avoir des idées de fou, des applications, etc. Que je clique là, il va m'ouvrir, je sais pas, une porte, je sais pas où. Mais est-ce que le client il a besoin? Non. Quand c'est trop compliqué, le client ne prend pas, n'interagit pas avec ce genre de solution. Du coup, c'est toujours les projets les plus simples, les plus clairs qui réussissent très vite. Pourquoi? Parce que le client, quand une catégorie de personnes arrive à comprendre très vite, ça peut décoller sans se poser beaucoup de questions. Euh, euh, donc, en général, c'est ça. Et le premier, l'analyse des moyens de ce que vous savez faire en partant d'une problématique qui existe et c'est la résoudre. Donc, un problème technique, vous faites des travaux, vous trouvez qu'il y a une solution qui ne va pas, il y a un truc technique, etc., que vous pouvez améliorer. Vous le prenez, vous essayez d'améliorer ce problème-là. Le deuxième, le plus important, c'est l'équation entre l'entrepreneur, toujours partir de vos solutions. Vous savez faire de la comptabilité, vous avez fait des études de comptabilité, vous avez de l'expérience en tant que comptable, allez faire une entreprise de services de comptabilité ou une application à la rigueur, faites l'architecture, faites appel à un développeur qui va vous faire un CRM qui va permettre aux entreprises, et même pas toutes les entreprises, mais spécialisez-vous par exemple dans les restaurateurs, qui va permettre, je sais pas, à telle entreprise, une catégorie d'entreprise qui va, ou les hôtels ou les agences de voyage, ça va leur permettre vraiment de faire leur comptabilité d'une façon très ludique, très simple. Donc, quand on est spécialisé, on va vraiment voir une niche en particulier, on travaille, on répond à une problématique là-dedans. Tout simplement, le premier, donc on a parlé de l'idée. Deuxièmement, l'adéquation. Donc, c'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent réussir dans un projet. Il y a des personnes, s'ils n'ont pas les capacités résistance au stress, capacité physique, linguistique, capacité oratoire pour convaincre, vous allez recruter, vous allez manager des personnes, vous allez faire la gestion de stress au sein de votre entreprise. L'évolution, elle dépend aussi de vos capacités en tant que personne, en tant que leader. Il y a beaucoup de gens, ils ont des idées de fou. C'est vraiment des personnes qui ont des idées, qui arrivent à développer, mais ils n'ont pas les capacités managériales. Ils n'arriveront même pas à recruter une personne. Et ça, c'est des profils. Donc ça s'adapte. Il y a des choses, on peut les apprendre. Il y a des choses, tout simplement, on peut faire des formations tout de suite. Il y a des choses que vous allez apprendre avec le temps. Il y a beaucoup de formations qui viennent par l'expérience. Il y a des choses par exemple, la résistance au stress de travail, ou la résistance au problème, ou la solution de se poser, de ne pas avoir des réactions, on va dire plus ou moins avec ses sentiments, gérer les choses en étant à l'extérieur du problème. Ça, c'est des choses qu'on apprend avec le temps. Au début, on va faire des réflexions, on va faire des choses, on va gérer avec les sentiments, mais avec le temps, on verra que c'est des choses qui apportent pas forcément. Il faudra penser à gérer les problèmes autrement, à s'éloigner, à ne pas avoir une réaction à chaud, se poser, réfléchir. Toujours, parfois, il y a beaucoup de problèmes qui se règlent rien qu'avec le temps. Au lieu de parler tout de suite, je vais aller jusqu'à demain et le problème il sera résolu tout seul. Pourquoi? Parce que c'est juste une question de temps, etc. On a dit l'équation et les capacités pour pouvoir répondre ou assumer un projet et le mettre en place. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Donc il y a Hamza qui dit pourquoi tu parles en français.
J'ai une autre question. Pourquoi, Khoya Hamza, je parlerai pas en français. Euh, Pourquoi je parle en français pour être sérieux? Beaucoup de personnes, donc j'ai remarqué que beaucoup de personnes comprennent forcément le français. Donc beaucoup de demandes, des gens ils me disent voilà, vous avez des sujets, vous avez des contenus. Clubhouse, tous les sujets qu'on propose sur Clubhouse, majoritairement ils sont proposés en langue française. Donc il y a beaucoup de personnes de la Côte d'Ivoire, de partout en Afrique, en Europe, etc. Donc la langue française elle est beaucoup plus parlée et même les Marocains ils comprennent parfaitement la langue française, les Tunisiens, les Algériens, alors que le Darija c'est vraiment une minorité. Donc c'est pour ça. Et du coup moi le plus important c'est que l'information arrive à beaucoup de personnes et que ça soit partagé, que tout le monde puisse me comprendre. Après si toi tu as une question بالدارجة que tu comprends pas, je peux te répondre sans aucun problème. خويا même بالدارجة ما كاين حتى مشكل. Le plus important, c'est le partage d'informations. Donc, quelle que soit la langue, ça ne change pas grand-chose. Le plus important, c'est l'info. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si Madame Chaba, elle est toujours avec nous. Si elle est là, je la ferai monter pour partager son livre et son expérience. S'il n'est pas là, je vous invite à aller voir son Instagram. Non, il n'est plus là. Est-ce qu'il y a des questions qu'on pourrait prendre tout de suite? Sinon, on va devoir arrêter parce que je pense que si les vidéos sont longues, les gens n'ont pas le temps de regarder tout ça. Donc, il vaut mieux faire très court, mais avec de la valeur. Aujourd'hui, c'est super important. Les idées, on les trouve partout. Les idées de business, les idées de produits. Vous allez dans un magasin, dans un centre commercial. Les opportunités, vous les trouvez. Rien en observant la population, les gens, leur façon de marcher, leur façon de vivre, qu'est-ce qu'ils achètent, je peux trouver des milliers d'idées. Maintenant, est-ce que toutes les idées sont viables? Si l'idée, pas forcément, c'est la problématique, il rencontre un entrepreneur qui ait les capacités pour la mettre en place, c'est sûr et certain que l'équation va donner un résultat positif. C'est vraiment, si vous faites, c'est comme les mathématiques, si vous multipliez un nombre négatif par un nombre positif, vous aurez que du négatif. Mais si vous prenez une personne positive, ça veut dire les capacités requises pour mettre la mise en place d'un projet, par rapport à un domaine en particulier, parce qu'il maîtrise, parce que par exemple il s'y connaît dans l'organisation logistique, etc. etc. Là, tout simplement, si vous le mettez sur un produit ou sur une entreprise qui est dans le domaine de la logistique, il arrivera à la faire fonctionner et il peut tout simplement réussir sans aucun problème. Il y a Mohamed, il dit que pensez-vous de projet de la réparation de téléphone au Maroc? Franchement, je ne saurais pas te dire. Là, par exemple, c'est une très bonne question. Au lieu de se poser la question, que penses-tu de la réparation de téléphone? Je sais que les téléphones, c'est la génération téléphone. Partout, ça se vend. Et qui dit téléphone vendu, des réparations, parce qu'il y a aussi de l'occasion après. Donc, on peut des vitres cassées, des accès. Beaucoup de gens ne prennent pas tous des assurances. Et je suppose qu'au Maroc, il n'y a pas forcément je ne sais pas s'il y a des assurances pour protéger son téléphone, ce qui est le cas en France, mais en tout cas, on peut faire de la réparation. Donc il y a beaucoup de téléphones, il y a de la réparation. Maintenant, est-ce que toi, c'est tu as les capacités? Après, tout dépend où tu vas t'installer. Tu ne vas pas te mettre dans un petit patelin, ou si tu fais le calcul, en général, tu n'as même pas 100 téléphones en tout. Donc si tu es dans une grande ville, je suppose que tu vas fonctionner, que certainement, les gens, ils auront des téléphones à réparer. Après, c'était plus intelligent. Tu peux mixer les activités. Ça veut dire aujourd'hui, on sait que les accessoires de mobile, ça fonctionne bien. Donc, tu n'es pas obligé que de faire de la réparation. Beaucoup de magasins, ils font de la réparation technique. Mais en même temps, parce que son temps de réparation il est limité, ce qui veut dire même si tu as beau travailler toute la journée, tu vas réparer quoi? 10, 15 téléphones, pas plus. Et par contre, si tu vends parallèlement celui qui vient t'acheter de réparer son téléphone parce qu'il a un iPhone où l'écran il est cassé, en même temps, il va t'acheter peut-être un chargeur, il va t'acheter un casque, tu vas lui rendre, je sais pas moi, des coques, des choses comme ça. Donc tu fais de la vente additionnelle et là tu peux travailler et ça marche. Alors,
please I can't find a video with that talk about Photoshop. Khoya Yassine, moi je parle pas de Photoshop. Photoshop, j'ai jamais fait la formation de Photoshop en ligne parce que je vois pas l'intérêt d'aller faire une formation alors qu'il y a des milliers de vidéos qui parlent de ça, qui font de la formation pour Photoshop. Ils le font très très bien en français, en anglais, en arabe, dans toutes les langues. Du coup, tape sur YouTube formation de Photoshop, vous allez trouver des contenus qui sont magnifiques, qui sont largement suffisants pour apprendre. Qu'en pensez-vous du futur de l'e-commerce au Maroc? Hussein, pour l'e-commerce aujourd'hui, je pense que le Maroc n'est que c'est pas un marché qui est totalement mature par rapport à l'e-commerce. La preuve, c'est quoi? C'est que les gens, ils achètent encore en COD. Ça veut dire le cash on delivery. Ça veut dire ils achètent en ligne, on leur envoie la marchandise, ils payent à la livraison. Maintenant, avec le développement, ça va prendre un peu de temps, mais une fois que les mentalités, l'utilisation de la carte bleue va se démocratiser, les gens ils vont avoir de plus en plus confiance, les jeunes ça va changer, les mentalités vont changer, l'e-commerce va exploser. Et ça va être vraiment, je pense, en tout cas je l'espère, que les gens vont devoir ou pouvoir à un moment donné payer directement en ligne, avoir confiance et recevoir leurs marchandises, etc., etc. Et ça, la solution va vraiment passer par la volonté des banques. Parce que si les banques ils font des assurances, si vous achetez en ligne, pour être clair, hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, à l'étranger, la plupart des pays européens ou américains, les gens ils font plus confiance. Non, c'est parce que les banques ils les protègent du moment que j'achète en ligne. Si je reçois pas ma marchandise, si je reçois quelque chose de défectueux, etc., je peux être rassuré et je peux demander un remboursement et c'est la banque qui se débrouille pour récupérer mon argent. Du coup, ça c'est super important. Il faut que le changement des mentalités va passer par les banques. Si les banques demain proposent une solution d'assurance pour les cartes bleues qui dit aux gens, si vous achetez quelque chose en ligne et que vous ne faites pas livrer ou vous faites avoir ou arnaquer, on vous rembourse. Et c'est la banque, vous remplissez un formulaire. Bien sûr, il ne faut pas faire des fausses déclarations. En tout cas, tout ça, ça va changer. Là, les gens, ils vont de plus en plus faire confiance et se dire, ouais, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Alors, comment faire avec des concurrents sur les marketplaces qui viennent squatter nos annonces et nos marques? Je suppose c'est Mohamed. J'ai pas compris ta question. Parce que si tu as une marque, personne n'a le droit, surtout sur les marketplaces, personne ne peut squatter tes marques. Personne ne peut proposer ta marque si c'est pas à toi. Bien sûr, si tu es structuré, si tu as un nom, tu as une société, tu es protégé, tu as tout est en règle. Il y a Beiti Commerce qui dit, est-ce qu'on peut proposer le cash en délivré en France et en Belgique? Moi, je te le déconseille parce que les gens, ils avancent et ils ne reculent pas. Proposer le cash en délivré en France et en Belgique, c'est vraiment faire la rééducation des gens à revenir en arrière. Parce que qui dit, les gens, ils cherchent quoi aujourd'hui? C'est quoi l'humain en général, il cherche quoi? Son seul objectif, c'est de gagner du temps, c'est l'optimisation de temps. Et le temps qu'il va économiser, il faut qu'il le passe agréablement. Il faut qu'il en profite. Il faut avoir les moyens pour en profiter. Tout ça, c'est l'objectif de l'humain. Donc, tous les gens, les personnes qui sont équilibrées aujourd'hui, leur seul objectif, c'est de dégager du temps pour pouvoir le passer d'une façon agréable, en profiter en famille, en voyage, etc. etc. Du coup, quand on va parler de cash en délivré, ça veut dire moi, il faut que je reste chez moi pour que tu puisses me livrer un colis. Toute la journée, j'attends pour que je puisse te payer. Alors, les gens, ils se sont détachés de cette solution. Ils se sont dit aujourd'hui, je paye, vous venez. Il y a même plus maintenant Amazon, beaucoup Decathlon, beaucoup plus il y a beaucoup de grandes entreprises qui le font maintenant. C'est la livraison dans les points de vente, voire des box. Ça veut dire que tu peux acheter sur Amazon. Tu vas dans une station essence, il y a des box quand tu vas mettre l'essence dans ton quartier, tu donnes l'adresse, tu auras un code. Dès que tu arrives, tu vas ouvrir ta box. Pourquoi? Parce que si on arrive chez toi, mais qu'il n'y a personne qui répond, comme ça, il n'y a pas de retour. On donne de la liberté aux gens à récupérer leur colis à n'importe quel moment et n'importe quelle heure. Et c'est pareil sur les points de livraison, par exemple.
il y a Mondial Relais, il y a pas mal de choses qui te permet de faire livrer au lieu que tu livres. Parce que les gens, le problème, en tout cas en Europe majoritairement, et surtout les grandes villes comme Paris, etc., c'est que les gens, ils travaillent. Il y a des gens, ils finissent à 18h ou à 17h, mais ils vont au sport, ils vont rentrer chez eux à 21h par exemple, 20h. Et à cette heure-ci, il n'y a plus de livraison de la poste, il y a plus, beaucoup de gens ne livrent plus après ces heures de travail. Et le matin très tôt, ils partent très tôt. Du coup, c'est très compliqué à rester. La personne ne va pas déposer une journée de travail pour pouvoir recevoir un colis. C'est pas logique. D'où l'importance, majoritairement, la plupart des gens aujourd'hui, ils préfèrent recevoir et même faire des retours à partir des points relais. C'est ce qu'on appelle les points relais. Ça veut dire qu'il y a des épiceries qui sont agréées points relais chez un opticien, chez des commerces de proximité qui ouvrent un peu plus tard par exemple, surtout les alimentations générales, les épiceries, etc. Ils ouvrent jusqu'à 21h, 22h selon les zones. Donc, ils ont des ouvertures un peu plus larges que le temps de livraison. Donc ça, c'est un point super important. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est un business à développer au Maroc, si vous avez des personnes qui ont envie d'investir dans la logistique, ça c'est une très bonne idée de faire une application qui va générer justement, mettre la logistique en place pour faire des points relais dans des petits commerces et la personne, au lieu qu'il paye à la maison, que le facteur ou Amana ou le livreur vient taper à la maison, si la personne est là, elle ne répond pas, etc. Le colis il va arriver chez l'épicerie ou chez un autre magasin, je ne sais pas moi, quelqu'un un réparateur des points qui sont agréés. La personne il vient avec sa pièce d'identité, il va signer, il récupère son colis. Il paye. Ici, le point relais, par exemple, l'épicerie qui va faire la livraison ou l'envoi d'argent directement à la centrale et à votre société. Ça, c'est un business qui est très important à mettre en place et ça va arriver, je pense. Donc, s'il y a plus de solutions, s'il n'y a plus de questions, nous pouvons terminer ce live. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre temps. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Et merci beaucoup. Et bon week-end à tous. Merci.